Salut, bonsoir, merci de me rejoindre dans ce nouveau voyage au bout de la nuit sur D8, évidemment. Alors ce soir, on va reprendre tout de suite, sans plus tarder, la lecture donc, de Proust, de Marcel Proust, qu'on avait entamé les dernières fois, du côté de chez Swann. Alors on s'en était arrêté au moment où Monsieur Swann est invité chez Odette, sa future femme. Pour la petite histoire, Marcel Proust, qui a la santé assez fragile, a failli mourir d'une crise d'asthme lorsqu'il avait 9 ans et était parti se promener avec ses parents au bois de Boulogne, il me semble. Et il a fait une crise plus forte que les autres et il a commencé à s'étouffer. Tout ça pour dire que c'est devenu un asthmatique notoire, mais à part ça, on a quand même failli jamais pouvoir lire ses œuvres, ce qui aurait quand même été bien dommage. Donc je reprends tout de suite cette lecture. Avant cela, je vous rappelle que si vous souhaitez réagir sur l'émission, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, toujours les mêmes, hashtag VBN. On reprend tout de suite cette deuxième partie, donc un amour de Swann. Comme je viens de vous le dire, on s'en est arrêté lorsque Odette reçoit Monsieur Swann chez elle. Elle étant déshabillée, on s'en était arrêté là. Elle l'avait fait s'asseoir près d'elle dans un des nombreux retraits mystérieux qui étaient ménagés dans les enfoncements du salon, protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de Chine ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de ruban, des éventails. Elle lui avait dit « Vous n'êtes pas confortable comme cela, attendez, moi je vais bien vous arranger ». Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelque invitation particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes qui presque tout enfermaient dans des potiches chinoises, brûlées, isolées ou par couple, toutes sur les meubles différents, comme sur des autels qui, dans le crépuscule déjà presque nocturne de cette fade après-midi... Et j'ai perdu la ligne, mais ce n'est pas grave, on va la retrouver. Donc dans ce crépuscule déjà presque nocturne de cette fin d'après-midi d'hiver, avait fait réapparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain. Faisant peut-être rêver dans la rue quelques amoureux arrêtés devant le mystère de la présence qui décelait et cachait à la fois les vitres rallumées. Elle avait surveillé sévèrement, du coin de l'œil, le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en mettant une seule, là où il ne le fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit. Et son portrait placé sur un chevalet oblique drapé de peluche mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier. Et le réprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé trop près de 2 jardinières qu'elle se réservait de nettoyer elle-même, dans sa peur qu'on ne les abîmât, et qu'elle alla regarder de près pour voir s'ils ne les avaient pas écornés. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes, et aussi aux orchidées, aux catelias surtout, qui étaient avec les chrysanthèmes ses fleurs préférées. Parce qu'il avait le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de mon manteau, dit-elle à Swann, en lui montrant une orchidée avec une nuance d'estime pour cette fleur-ci, chic, pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait, si loin d'elle dans l'échelle des êtres et pourtant raffinée, plus digne que bien des femmes, qu'elle lui fit une place dans son salon. En lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu, décorant une potiche ou brodée sur un écran les corolles d'un bouquet d'orchidées, un dromadaire d'argent niellé aux yeux incrustés de rubis qui voisinait sur la cheminée avec un crapaud de jade, elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté ou de rire de la cocasserie des monstres, de rougir de l'indécence des fleurs et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud, qu'elle appelait chéri. Et ces affections contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame de Laguet, qu'il avait jadis, quand elle habitait Nice,
guérie d'une maladie mortelle et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or, à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite. Odette fit à Swann son thé, lui demanda « citron ou crème ?» Et comme il répondit « crème », lui dit en riant « un nuage ». Et comme il le trouvait bon, « vous voyez que je sais ce que vous aimez ». Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux, comme à elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui, n'en seraient pas, et finissent avec lui, que quand il l'avait quitté à 7 heures pour rentrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait « ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez soi, chez qui on pourrait trouver cette chose si rare du bon thé ». 1 heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affection de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être pour des yeux moins prévenus le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. En se rendant chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu'il devait la voir, d'avance il se représentait. Et la nécessité où il était pour trouver jolie sa figure, de l'imiter aux seules pommettes roses et fraîches, les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges, l'affligeait comme une preuve que l'idéal est inaccessible et le bonheur médiocre. Il lui apportait une gravure qu'elle désirait voir. Elle était un peu souffrante, elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine, comme un manteau, une étoffe richement brodée. Debout, à côté de lui, laissait couler le long de ses joues ses cheveux, qu'elle avait dénouée, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête de ses grands yeux si fatigués et maussades quand elle ne s'aimait pas. Elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, dans la matière d'un buste du doge Loredan par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, l'ubiquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher Rémy, sous les couleurs, le nez de Monsieur de Palancy dans un portrait de Tintoret, l'envahissement du gras de la joue par l'implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du regard, la congestion des paupières du docteur de Boulbon. Peut-être ayant toujours gardé un remords d'avoir borné sa vie aux relations mondaines, à la conversation, croyait-il trouver une sorte d'indulgent pardon à lui accorder par les grands artistes dans ce qu'il fait, qu'il y avait eux aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leur œuvre, de tels visages qui donnent à celle-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur moderne. Peut-être aussi s'était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde qu'il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ces allusions anticipées et rajeunissantes à des noms propres d'aujourd'hui. Peut-être, au contraire, avait-il gardé suffisamment une nature d'artiste pour que ses caractéristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une signification plus générale dès qu'il les apercevait déracinés, délivrés dans la ressemblance d'un portrait plus ancien, avec un original qu'il ne représentait pas. Quoi qu'il en soit,
Et peut-être parce que la plénitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps, et bien qu'il ne lui fût venu plus tôt avec l'amour de la musique, avait enrichi même son goût pour la peinture. Le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence durable, qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette, avec la Zéphora de ce Sandro, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli. Depuis que celui-ci évoque au lieu de l'œuvre véritable du peintre, l'idée banale et fausse qui s'en est vulgarisée. Il n'estima plus le visage d'Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues, et d'après la douceur purement carnée qu'il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres si jamais il osait l'embrasser. Mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leurs enroulements, rejoignant la cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme un portrait d'elle en lequel son type devenait intelligible et clair. Il la regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès que lorsqu'il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle, eh bien qu'il ne tint sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle. Pourtant, cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui lui parut adorable au grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouva une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi parfait qu'il avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contentait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot d'œuvre florentine rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l'image d'Odette dans un monde de rêve où elle n'avait pas eu accès jusqu'ici et où elle s'imprégna de noblesse. Et tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assurait, quand il en eut à la place pour base, les données d'une esthétique certaine, sans compter que la baisée et la possession qui semblaient naturelles et médiocres, s'il lui était accordé par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturels et délicieux. Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois il ne fit plus que voir Odette, il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, avec un exemplaire rarissime, qu'il contemplait tantôt avec l'humilité, la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec l'orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur. Il plaça sur sa table de travail comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jéthro. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et adaptant ce qu'il trouvait beau, jusque-là, d'une façon esthétique, à l'idée d'une femme vivante. Il le transformait en mérite physique, qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jéthro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette
ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli à lui, qu'il trouvait plus beau encore, et approchant de lui la photographie de Séphora, il croyait serrer Odette contre son cœur. Et cependant, ce n'était pas seulement la lassitude d'Odette qu'il s'ingéniait à prévenir, c'était quelquefois aussi la sienne propre. Sentant que depuis qu'Odette avait toute facilité pour le voir, elle semblait n'avoir pas grand-chose à lui dire. Il craignait que les façons un peu insignifiantes, monotones et comme définitivement fixées, qui étaient maintenant les siennes, quand ils étaient ensemble, ne fissent pas tuer en lui cet espoir romanesque d'un jour où elle voudrait déclarer sa passion, qui seule l'avait rendu et gardé amoureux. Et pour renouveler un peu l'aspect moral, trop figé d'Odette, et dont il avait peur de se fatiguer, il lui écrivait tout d'un coup une lettre pleine de déception feinte et de colère simulée, qui lui faisait porter avant le dîner. Il savait qu'elle allait être effrayée, lui répondre, et il espérait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir à son âme, jaillirait des mots qu'il ne lui avait encore jamais dit. Des mots qu'elle ne lui avait encore jamais dit. Et en effet, c'est de cette façon qu'il avait obtenu les lettres les plus tendres qu'elle lui eût écrites, dont l'une qu'elle lui avait fait porter à midi de la Maison Dorée. C'était le jour de la fête de Paris-Murcie, donnée par les inondés de Murcie. Commencez par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire. » Et qu'il avait gardé dans le même tiroir que la fleur séchée du chrysanthème. Ou bien, si elle n'avait pas eu le temps de lui écrire quand il arriverait chez les Verdurin, elle irait vivement à lui et lui dirait « J'ai à vous parler ». Et il contemplerait avec curiosité sur son visage et dans ses paroles ce qu'elle lui avait caché jusque-là de son cœur. Rien qu'en approchant de chez les Verdurin, quand il apercevait, éclairé par les lampes, les grandes fenêtres dont on ne fermait jamais les volets, il s'attendrissait en pensant à l'être charmant qu'il allait voir épanoui dans la lumière d'or. Parfois, les ombres des invités se détachaient minces et noires en écran, devant les lampes, comme ces petites gravures qu'on intercale de place en place dans un abat-jour translucide dont les autres feuillets ne sont que clarté. Il cherchait à distinguer la silhouette d'Odette. Puis, dès qu'il était arrivé, sans qu'il s'en rendît compte, ses yeux brillaient d'une telle joie que M. Verdurin disait au peintre « Je crois que ça chauffe ». Et la présence d'Odette ajoutait en effet pour Swann à cette maison ce dont n'était pourvue aucune de celles où il était reçu. Une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Ainsi, le simple fonctionnement de cet organisme social, qu'était le petit clan, prenait automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de feindre une indifférence à la voir, ou même un désir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas courir de grands risques, puisque quoi qu'il lui eût écrit plus tôt dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Mais une fois qu'ayant songé avec maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurin. Il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait plus, était partie. En voyant qu'elle n'était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette certitude de le trouver quand il le voulait, qui, pour tous les plaisirs, nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. « As-tu vu la tête qu'il a fait quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là ?» dit M. Verdurin à sa femme. « Je crois qu'on peut dire qu'il est pincé. » « La tête qu'il a fait ?» demanda avec violence le docteur Cottard, qui, étant allé un instant voir un malade, revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait. « Comment, vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des Swann ?»« Non, monsieur Swann est venu. »« Oh, un instant seulement.
Nous avons eu un Swann très agité, très nerveux. Vous comprenez, Odette est partie. Vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui, qu'elle lui a fait voir l'heure du berger, dit le docteur, expérimentant avec prudence le sens de ses expressions. Mais non, il n'y a absolument rien, et entre nous, je trouve qu'elle a bien tort et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche. Qu'elle est du reste. Ta, dit Madame Verdurin. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a rien? Nous n'avons pas été voir, n'est-ce pas? À moi, elle me l'aurait dit, répliqua fièrement Madame Verdurin. Je vous dis qu'elle me raconte tout, toutes ces petites affaires. Comme elle n'a plus personne en ce moment, je lui ai dit qu'elle devrait coucher avec lui. Elle prétend qu'elle ne peut pas, qu'elle a bien eu un fort béguin pour lui, mais qu'il est timide avec elle. Que cela l'intimide à son tour, et puis qu'elle ne l'aime pas de cette manière-là, que c'est un être idéal, qu'elle a peur de déflorer le sentiment qu'elle a pour lui. Et ce que je sais, moi, ce serait pourtant absolument ce qu'il faut. Tu me permettras de ne pas être de ton avis, dit monsieur Verdurin. Il ne me revient qu'à demi, ce monsieur. Je le trouve poseur. Madame Verdurin s'immobilisa, prit une expression inerte, comme si elle était devenue une statue. Fiction qui lui permit d'être sensée, de ne pas avoir entendu ce mot insupportable de poseur qui avait l'air d'impliquer qu'on pouvait poser avec eux, donc qu'on était plus qu'eux. Enfin, s'il n'y a rien, je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croit vertueuse, dit ironiquement monsieur Verdurin. Et après tout, on ne peut rien dire, puisqu'il a l'air de la croire intelligente. Je ne sais si tu as entendu ce qu'il lui débitait l'autre soir sur la sonnette du Vinteuil. J'aime Odette de tout mon cœur, mais pour lui faire des théories d'esthétique, il faut tout de même être un fameux jobard. Voyons, ne dis pas de mal d'Odette, dit Madame Verdurin en faisant l'enfant. Elle est charmante. Mais cela ne l'empêche pas d'être charmante, nous ne disons pas du mal d'elle, nous disons que ce qui n'est pas une vertu, de ce qui n'est pas vertu, n'est une intelligence. Au fond, dit-il au peintre, tenez-vous tant que ça à ce qu'elle soit vertueuse? Elle serait peut-être beaucoup moins charmante, qui sait? Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel, qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé, et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il avait bien 1 heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre un chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost. Mais à chaque pas, sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient, odieux aux obstacles, qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'argent ne l'eût retardé, plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui laissait croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait, sans se distinguer nettement d'elle, Swann tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurin qu'Odette était déjà partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi? Toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain? Ce qui précisément il avait souhaité il y a 1 heure en se rendant chez Madame Verdurin. Il fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qu'il emmenait chez Prévost, il n'était plus le même et qu'il n'était plus seul. Qu'un être était là, avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser. Avec qui il allait être obligé d'user de ménagement, comme avec un maître ou avec une maladie. Et pourtant, depuis un moment qu'il sentait qu'une nouvelle personne s'était ainsi ajoutée à lui, sa vie lui paraissait plus intéressante. C'est à peine s'il se disait que cette rencontre possible chez Prévost, de laquelle l'attente s'agageait, dénuait à ce point les moments
qui l'a précédé, qu'il ne trouvait plus une seule idée, un seul souvenir derrière lequel il pût faire reposer son esprit, il était probable pourtant, si elle avait lieu, qu'elle serait comme les autres. Fort peu de choses. Comme chaque soir, dès qu'il serait avec Odette, jetant furtivement sur son changeant visage un regard aussitôt détourné de peur, qu'elle ne vit l'avance d'un désir et ne crut plus à son désintéressement, il cesserait de pouvoir penser à elle, trop occupé à trouver des prétextes, qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite et de s'assurer, sans avoir l'air d'y tenir, qu'il la retrouverait le lendemain chez les Verdurin. C'est-à-dire de prolonger, pour l'instant, et de renouveler un jour de plus la déception et la torture que lui apportait la vaine présence de cette femme qu'il approchait sans oser l'étreindre. Elle n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémy, le doge Loredan de Rizzo, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même à l'endroit qu'il lui avait désigné. La voiture ne revenait pas, et Swann se représentait le moment qui approchait à la fois comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame est là », et comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame n'était dans aucun des cafés ». Et ainsi il voyait la fin de la soirée devant lui, une et pourtant alternative, précédée soit par la rencontre d'Odette, qui abolirait son angoisse, soit par le renoncement forcé à la trouver ce soir, par l'acceptation de rentrer chez lui, sans l'avoir vue. Le cocher revint, mais au moment où il s'arrêta devant Swann, celui-ci ne lui dit pas « Avez-vous trouvé cette femme ? Mais faites-moi donc penser demain à commander du bois. Je crois que la provision doit commencer à s'épuiser. » Peut-être se disait-il que si Rémy avait trouvé Odette dans un café où elle l'attendait, la fin de la soirée néfaste était déjà anéantie par la réalisation commencée de la fin de soirée bien heureuse et qu'il n'avait pas besoin de se presser d'atteindre un bonheur capturé et en un lieu sûr qui ne s'échapperait plus. Mais aussi, c'était par force d'inertie. Il avait dans l'âme le manque de souplesse que certains êtres ont dans le corps. Ceux-là, qui au moment d'éviter un choc, d'éloigner une flamme de leur habit, d'accomplir un mouvement urgent, prennent leur temps, commencent par rester une seconde dans la situation où ils étaient auparavant, comme dans la situation où ils étaient auparavant, comme pour y trouver leur point d'appui, leur élan. Et sans doute, si le cocher l'avait interrompu en lui disant « Cette dame est là », il eût répondu « Ah oui, c'est vrai. La course que je vous ai donnée, tiens, je n'aurais pas cru. » Et aurait continué à lui parler provision de bois pour lui cacher l'émotion qu'il avait eue, de se laisser à lui-même le temps de rompre avec l'inquiétude et de se donner au bonheur. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvée nulle part et ajouta son avis en vieux serviteur. « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. » Mais l'indifférence que Swann jouait facilement quand Rémy ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait tomba, quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout, s'écria-t-il. Il faut que nous trouvions cette dame. C'est de la plus haute importance. Elle serait extrêmement ennuyée pour une affaire et froissée si elle ne m'avait pas vue. » « Je ne vois pas comment cette dame pourrait être froissée, répondit Rémy, puisque c'est elle qui est partie sans attendre monsieur, qu'elle a dit qu'elle allait chez Prévost et qu'elle n'y était pas. D'ailleurs, on commençait à éteindre partout, sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants plus rares erraient à peine reconnaissables. Non, je ne continue pas. Voilà, on s'arrête ici pour ce soir. J'aurai certainement l'occasion très très prochainement de vous continuer cette lecture, donc du côté de chez Swann de Proust. Ou si jamais c'est pas moi, ce sera une consoeur. En attendant, si vous souhaitez réagir sur l'émission, c'est toujours la même chose, le hashtag VBN sur Twitter, Facebook. Et si vous souhaitez regarder toutes les lectures, c'est en replay sur le site de D8. Je vous souhaite une très belle nuit ou une belle journée. À très bientôt.